Le cours Anatomie et fonctionnement de l'appareil reproducteur génital féminin fait partie de l'unité de reproduction humaine. Niveau scolaire, premier bac lettres et sciences humaines. L'appareil reproducteur chez la femme se caractérise par une activité cyclique qui commence à partir de la puberté vers l'âge de 11-12 ans et s'arrête vers l'âge de 50 ans, la ménopause. Parmi les résultats de l'activité du système génital féminin, on cite la formation du gamète femelle qu'on appelle ovule et l'apparition du caractère sexuel secondaire. Comment se fait la formation du gamète femelle? Pourquoi il s'agit d'une activité cyclique et quelle relation existe entre les caractères sexuels secondaires et l'appareil reproducteur féminin? En effet, le système génital féminin est constitué des gonades qui sont les ovaires, le lieu de formation des gamètes, d'un organe reproducteur principal qui est la vulve, formée d'une petite lèvre, une grande lèvre et d'une fente vulvaire, des voies génitales qui sont la trompe utérine, l'utérus et le vagin, des organes d'accouplement dont on trouve la glande Bartholin qui participe à la lubrification du vagin lors des rapports sexuels et la glande du col utérin qui sécrète un mucus qui protège l'utérus. Alors, quel est le rôle de ces organes reproducteurs dans la fonction reproductrice? Pour comprendre cela, on va exploiter les expériences suivantes. L'expérience 1 consiste à l'ablation des ovaires dont le résultat s'exprime avant la puberté par la stérilité, l'arrêt de la croissance et l'absence du caractère sexuel secondaire, et s'exprime après la puberté par la régression des organes génitaux et la régression du caractère sexuel secondaire. L'expérience 2 consiste au greffage d'un morceau d'ovaire sous la peau d'une femelle ayant subi une ablation d'ovaire ou l'injecter par des extraits d'ovaire, dont le résultat s'exprime par la disparition de perturbations lors de l'ablation des ovaires. On dit alors que les ovaires sont responsables de la formation des gamètes femelles et l'apparition du caractère sexuel. Pour connaître les structures responsables de la production des gamètes femelles et la sécrétion des hormones sexuelles, on va exploiter cette figure représentant une coupe transversale d'un ovaire qui apparaît formé d'une zone médullaire riche en vaisseaux sanguins et d'une zone corticale constituée de follicules ovariens. Dans chaque follicule apparaît formé d'un ovocyte entouré par des cellules folliculaires. La question qui se pose maintenant est comment se forme l'ovocyte. Avant de comprendre comment se forme le gamète femelle, on doit d'abord comparer le karyotype d'une ovogonie, c'est-à-dire la cellule mère, et le karyotype d'une ovocyte, c'est-à-dire le gamète femelle. En effet, l'ovogonie est une cellule diploïde ayant 2 chromosomes homologues dans chaque paire de chromosomes. Elle est exprimée par la formule 2n égale 22AA plus XX, tandis que l'ovocyte est une cellule haploïde ayant un nombre impair de chromosomes. Elle est exprimée par la formule n est égal à 22A plus X. Il apparaît donc qu'il y a une réduction du nombre de chromosomes lors de la formation des gamètes femelles. Mais comment se forme un gamète femelle? En effet, la formation d'un gamète femelle passe par 3 phases. La phase de multiplication a lieu pendant la période embryonnaire et se caractérise par la division de l'ovogonie
pour donner un grand nombre d'ovogonies dont la plupart se dégénèrent. La phase de croissement. Les ovogonies augmentent de taille et se transforment en ovocytes de premier ordre. Ces cellules commencent la méiose en s'arrêtant dans la métaphase. La phase de maturation. Après la puberté et pendant chaque cycle sexuel, certains follicules continuent à se développer et un follicule atteint sa maturité, là où l'ovocyte reprend la méiose dans la première division, donne un ovocyte du deuxième ordre et une première globule polaire, alors que la deuxième division reprend après la fécondation pour donner une grande cellule qui est l'ovule et une deuxième globule polaire. On sait que la femme se caractérise par une activité reproductrice cyclique. Quel cycle s'agit-il? Premièrement, on a le cycle ovarien qui est déterminé par deux phases séparées par l'ovulation. On a la phase folliculaire qui se caractérise par la croissance de quelques follicules dont seulement un seul follicule termine sa croissance et les autres dégénèrent. Cette phase dure environ 14 jours, suivie par l'ovulation qui intervient dans le 14e jour du cycle ovarien et se caractérise par la rupture des parois folliculaires et la libération de l'ovocyte. Et après, on a la phase lutéale. Après l'ovulation, le follicule rompu se transforme en corps jaune et en absence de fécondation, le corps jaune se régresse pour déclencher un nouveau cycle ovarien. Cette phase dure aussi 14 jours environ. Le cycle ovarien est généralement accompagné par la sécrétion de deux hormones, les œstrogènes, dont le principal est l'œstradiol, et la progestérone. D'après le graphe à côté, on voit que la quantité d'œstradiol augmente durant la phase folliculaire, lors de la formation du follicule, tandis que la valeur du progestérone augmente durant la phase lutéale, lors de la formation du corps jaune. On dit alors que les follicules sécrètent l'œstradiol et le corps jaune sécrète la progestérone. Le deuxième cycle dont on peut parler est le cycle utérin, durant lequel on voit que la muqueuse utérine subit des changements cycliques, dans une durée de 28 jours environ. En effet, dès le début du cycle et après la menstruation, la muqueuse utérine commence à croître de 1 mm à 8 mm. Il s'agit aussi de l'apparition des glandes tubulaires qui se trouvent rectales dans la première moitié du cycle, puis deviennent sinusoïdes dans la seconde moitié. Les vaisseaux sanguins se développent et deviennent filetés, et à la fin du cycle, une partie de la muqueuse utérine est détruite et est excrétée par le sang qui ne peut pas être coagulé et il en résulte des saignements menstruels. Qu'est-ce que la menstruation et quels concepts y sont associés? La menstruation ou règle est un écoulement périodique d'un fluide biologique complexe composé de sang, de sécrétions vaginales et de cellules endométriales de la paroi utérine, évacuées par le vagin. Parmi les concepts importants, on cite la durée de la période menstruelle qui est égale au nombre de jours de menstruation. Par exemple, dans le mois janvier, la période menstruelle dure 6 jours et dans le mois février dure 5 jours. Et la durée du cycle menstruel qui exprime les jours entre le premier jour de la menstruation et la veille de la prochaine menstruation. Par exemple, dans le mois janvier,
Le cycle menstruel débute le 5 janvier et termine le 1 février dans une durée de 28 jours. On voit alors qu'il s'agit d'un cycle ovarien et d'un cycle utérin. Quelle est la relation qui existe entre les deux? Pour montrer cette relation, on exploite les expériences suivantes. On utilise dans la première expérience un témoin pour le comparer avec les autres expériences. Et dans le résultat, on voit un développement cyclique de la muqueuse utérine. La deuxième expérience consiste à l'ablation de l'utérus, dont le résultat est un cycle ovarien normal. On dit que l'utérus n'affecte pas l'activité des ovaires. La troisième expérience consiste à l'ablation de l'utérus, dont le résultat est une absence de développement de la muqueuse utérine. On dit que les ovaires affectent l'activité de l'utérus. La quatrième expérience consiste à l'ablation des ovaires et les greffer sous la peau. Dans le résultat, on voit un développement cyclique de la muqueuse utérine, comme dans la situation normale. Et on dit que l'utérus reprend son activité grâce au griffage des ovaires sous la peau. Et la dernière expérience consiste à l'ablation des ovaires avec une injection quotidienne des extraits ovariens. Et dans le résultat, on voit un développement de la muqueuse utérine sans variation cyclique. On dit alors que l'utérus reprend son activité grâce aux extraits ovariens, mais l'injection quotidienne de ces extraits provoque l'absence de variations cycliques. On déduit que l'utérus n'affecte pas les ovaires, tandis que les ovaires affectent l'utérus en moyenne des extraits ovariens, qui sont généralement des hormones sexuelles. Afin de comprendre comment ces hormones ovariennes affectent l'activité de l'utérus, on exploite les expériences suivantes. Donc on fait 2 injections successives d'estradiol et de la progestérone pour 4 groupes de rats, et on observe la variation de la taille de l'utérus. Pour le premier groupe, il n'y a pas d'injection ni d'estradiol ni de la progestérone, et on observe dans le résultat que la taille d'utérus ne change pas. Pour le deuxième groupe, il y a seulement une injection de la progestérone, et on voit dans le résultat qu'il s'agit d'une augmentation faible de la taille de l'utérus. Pour le troisième groupe, il y a seulement une injection d'estradiol qui provoque une augmentation moyenne de la taille d'utérus avec apparition des glandes tubulaires. Et pour le dernier groupe, où se fait les 2 injections d'estradiol et de la progestérone, on voit une augmentation importante de la taille d'utérus avec la prolifération des glandes tubulaires. Alors, on déduit que l'œstradiol amplifie la muqueuse utérine et stimule la prolifération des glandes tubulaires et la croissance des vaisseaux sanguins. Et la progestérone affecte une muqueuse utérine qui a déjà subi l'effet de l'estradiol, ce qui permet la stabilisation de l'amplification de la muqueuse utérine. Maintenant, ces 2 graphes vont nous montrer comment l'activité ovarienne est contrôlée. On voit que, durant la phase folliculaire, l'augmentation de la FSH coïncide avec l'élévation progressive de l'œstradiol sécrété par les follicules, ce qui indique que la FSH stimule la croissance et la maturation du follicule. Avant l'ovulation, une augmentation significative de la sécrétion des hormones gonadotrophines FSH, en particulier LH, on parle du pic LH
qui est responsable de la cérémonie de l'ovulation. Pendant la phase lutéale, la sécrétion de FSH diminue, signifiant l'arrêt de la maturation du follicule. La LH est sécrétée en quantité modérée, ce qui assure le développement et le maintien du corps jaune et donc la sécrétion de la progestérone et de l'estradiol. Et à la fin de la phase lutéale, une diminution de la sécrétion de LH qui se traduit par une rétraction du corps jaune et donc une diminution de la sécrétion de la progestérone et de l'estradiol. On déduit alors que l'hypophyse antérieure sécrète deux hormones gonadotrophines, l'hormone FSH qui stimule les follicules et la LH qui stimule le corps jaune. Sachant que l'hypophyse est liée à l'hypothalamus, est-ce que l'hypothalamus a un effet sur l'activité ovarienne? Pour répondre à cette question, on exploite les expériences suivantes. Expérience 1. Irritation du neurone sécréteur de l'hypothalamus. Dans le résultat, il y a augmentation de la sécrétion de la FSH et de la LH, avec une ovulation soudaine. On déduit que l'hypothalamus contrôle la quantité de sécrétion de la FSH et la LH. Expérience 2. Destruction du neurone sécréteur de l'hypothalamus. Dans le résultat, il y a arrêt de l'activité des ovaires. On déduit que l'hypothalamus contrôle l'activité des ovaires. Expérience 3. Couper les veines sanguines entre l'hypothalamus et l'hypophyse. Dans le résultat, il y a l'arrêt de la sécrétion de la FSH et la LH. Il y a arrêt de la sécrétion de la FSH et de la LH. On déduit que l'hypothalamus contrôle l'activité de l'hypophyse. Il s'avère donc que l'hypothalamus surveille la sécrétion de FSH et de LH par l'hypophyse antérieure au moyen d'une neurohormone appelée GnRH. Puisque le complexe hypothalamo-hypophysaire contrôle l'activité ovarienne, peut-on dire que cette dernière applique un effet rétroactif à ce complexe? Pour répondre à cette question, on va exploiter les deux graphes suivants. Le premier graphe montre l'effet de l'ablation des ovaires sur la sécrétion de la LH. Et le deuxième graphe montre l'effet de l'injection d'estradiol sur la sécrétion de la LH par l'hypophyse d'une femelle sans ovaire. On voit alors que l'ablation des ovaires chez une femelle mammifère augmente la sécrétion de LH par l'hypophyse. Et l'injection d'une petite quantité d'estradiol au temps T0 entraîne une diminution de la sécrétion de LH par l'hypophyse. Alors que l'injection d'une grande quantité d'estradiol au temps T1 entraîne une augmentation de la sécrétion de LH par l'hypophyse. Alors, l'ovaire surveille l'activité de l'hypophyse, c'est-à-dire la sécrétion de la FSH et la LH, via les hormones ovariennes, ce qu'on appelle le rétrocontrôle. Et on distingue un rétrocontrôle négatif lorsque l'estradiol est en faible quantité et le rétrocontrôle positif lorsque l'estradiol est en grande quantité. Comme conclusion, on voit que l'hypothalamus, en sécrétant l'hormone GnRH, stimule le travail de l'hypophyse, qui sécrète deux hormones gonadotrophines, la FSH et la LH. Ces deux hormones stimulent les ovaires qui déclenchent leur activité, et durant le travail des ovaires, il s'agit de la sécrétion de deux hormones,
l'œstradiol sécrété par les follicules et la progestérone sécrétée par le corps jaune. Et on voit aussi que lorsque l'œstradiol est en faible quantité, on parle d'un rétrocontrôle négatif. Et lorsqu'elle est en grande quantité, on parle d'un rétrocontrôle positif. Merci pour votre attention.